Stéphane, évidemment, la question que tout le monde se pose ce matin, c'est quoi les options pour le Canada? Là, on a toute cette idée, le Canada va devoir diversifier son économie, se faire d'un nouveau partenaire. Or, il y a deux faits défavorables au Canada. Un, la géographie. T'sais, c'est plus facile pour une entreprise de la Beauce de mettre les affaires dans le camion et de les amener 4-5 heures à côté, une petite traite de camion. Deuxièmement, les dernières années, le Canada s'est pogné avec la Chine, le Canada s'est pogné avec l'Inde, à mon avis, ce qui est une erreur historique. Le Canada s'est fait des ennemis, en fait, jamais eu aussi peu d'alliés. Puis on se fiait sur l'allié américain, puis là, tout à coup, l'allié américain n'en est plus un. On fait quoi demain matin? Philippe de Moselle. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Philippe, je sens qu'on va bien s'entendre vous et moi. Oui, écoute, je reviens un peu sur du terre-à-terre. Oui. 3300 milliards de dettes. Les Français, le 15 du mois, ils ont plus de sous dans leur caisse. Ouais, je suis d'accord. Ils n'arrivent plus à se nourrir. Ils sont en train de nous dire qu'ils vont certainement puiser dans les petites économies des Français. Ouais. Je trouve ça lamentable. C'est lamentable. Comme les Français qui ont travaillé toute leur vie déjà, qui ont mis quelques petites économies de côté, on va aller leur ponctionner. Je vous dis, ce pays est lamentable. Ce pays est lamentable. Voilà. Et c'est catastrophique ce que fait. C'est incroyable. Hein. Alors on va laisser Benjamin Duhamel avec sa peau de chamois lustrer le président de la République toute la journée dans son émission. Mais nous, ce qu'on va se dire, c'est que nous on va dire les choses. C'est catastrophique. Les Français aujourd'hui, ils sont dans une situation. Je crois qu'il se rend pas compte en fait, le chef de l'État de la situation des Français. Moi, je parle aux Français tous les jours, tous les week-ends. Je vais dans toutes les villes de France parler aux Français. Je peux vous dire qu'ils sont dans des situations vraiment dramatiques. Mais lui. Mais on pense pas aux Français, on pense pas aux Français qui le disent du mois, savent pas s'ils vont manger le lendemain. Je suis d'accord avec vous Philippe, et c'est catastrophique, je suis désolé. Ah oui, le chômage augmente, les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, ils n'ont plus d'argent dans les poches. Voilà. Les factures augmentent de plus en plus. On devait mettre la Russie à genoux. C'est nous qui sommes à genoux. Les Français, les chefs d'entreprise sont étranglés. Il n'y a plus personne qui va ouvrir une entreprise en France. Hein. Ils se disent de toute façon c'est pas possible d'ouvrir une entreprise en France. Plus personne va investir. Donc forcément oui, le pays, tout est catastrophique. Tout est dans le rouge. Voilà. L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est toi qui as écrit ça? Et ça a été écrit, ça s'appelle... C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas moi qui ai écrit l'article 123. Ça, je suis rassuré. Mais c'est probablement J.P. Morgan et quelques-uns, toujours les mêmes. C'est asservir les peuples par la dette? Oui. Pourquoi personne ne le dit? Je sais pas. Parce que quand tu le dis, les gens ne publient pas. Tu vois, si je vais dans le journal Le Monde, qui l'a dit? C'est Rocard avant de mourir. Et puis il est mort. Son dernier vidéo, tu vas voir sur YouTube, le dernier vidéo de Rocard, il explique ça. C'est beau quand même. Oui, c'est pas mal. Pourquoi il faut attendre que les vieux soient vieux pour qu'ils commencent à l'ouvrir? Bon, nous l'avons dit dans le rapport du Club de Rome au Parlement européen. Quelle année? Marqué, qui s'appelle, en français, non à la toute-puissance des banques. Tu sais ce que ça veut dire? Si on a servi les peuples par la dette. C'est-à-dire qu'ils vont toujours courir pour pouvoir rembourser et alors, c'est une concentration de pouvoir extraordinaire. On est avec Francis Gosselin. Francis Gosselin, un peu plus tôt, au début de l'émission, je parlais à un entrepreneur qui disait les contre-tarifs appliqués par le Canada, ça va me faire mal à moi. Je vais devoir mettre des employés peut-être dehors. On se tire dans le pied, qu'est-ce que t'en penses? 100%. Ah oui. Je l'ai toujours dit, puis je suis moi-même ambivalent, Richard, parce qu'il y a un côté de moi, comme de toi, certainement, tu sais, qui est un peu furieux. On sent la trahison, très émotionnel, tu sais, depuis hier. Là, puis je suis pas le premier à en parler certainement. Et on a parlé que de ça aujourd'hui dans tous les médias du Québec, du Canada. Mais ça reste que la réaction, celle de Justin Trudeau, d'imposer des contre-tarifs, c'est-à-dire de
ultimement d'imposer une taxe aux Canadiens, hein, parce que je veux pas refaire de la théorie économique, mais quand tu imposes un tarif, là, comme l'a fait Donald Trump, c'est une taxe qui va être payée par l'importateur, par la personne aux États-Unis qui importe le bien canadien. Puis dans certains cas, ils vont juste arrêter d'en importer, évidemment, parce que c'est trop cher, là, parce que ça fait plus de sens. Mais là, d'imposer ces tarifs-là réciproques, quand c'est contre-tarifs, comme on les appelle, ben ultimement, c'est des tarifs qui vont être payés par les Canadiens. Donc là, alors que nos entreprises tournent au ralenti, alors que des emplois vont être perdus en raison des tarifs de Trump, on fait quoi? On pénalise les Canadiens. Tu sais, fait que économiquement, un contre-tarif, c'est totalement irrationnel. Puis entre nous, Gaëtan le disait à l'instant, on va pas gagner cette guerre-là. Les États-Unis, là, mettons qu'ils mettaient un tarif de 1000%, là, on dit n'importe quoi, ça veut dire qu'on pourrait plus envoyer rien aux États-Unis. On pourrait faire la même chose, mais tu comprends que le Canada serait à genoux alors que les États-Unis feraient puis ils continueraient, tu vois. Fait que la logique d'une guerre commerciale entre des économies à ce point, c'est David contre Goliath, puis je suis désolé, mais contrairement à la fable, là, économiquement, ça finit pas bien. Ouais, mais on fait quoi? On réplique pas, puis on se laisse faire. Mais je comprends, et puis je le vis, là, se laisser faire, mais ils se font ça à eux-mêmes, les tarifs, tu comprends? Fait qu'il faut changer le langage, tu comprends? On se laisse pas faire, on accepte qu'ils mettent des tarifs, puis on fait rien, idéalement. Puis ce qu'on fait, par contre, on abolit les frontières interprovinciales, on baisse les impôts des entreprises, on stimule nos organisations à chercher de la diversification, à investir en automatisation. On encourage notre économie, mais là, à la place de ça, on va pénaliser des hectares l'arrivée, on va pénaliser les consommateurs qui veulent... Puis tu sais, entre toi puis moi, Richard, là, moi, quand je vais à l'épicerie, je regarde pas le prix des tomates, mais le monde là qui gagne le salaire minimum 10 heures par semaine, là, c'est eux qui vont être pénalisés par les tarifs de Justin Trudeau. Fait que, encore une fois, je comprends la dimension émotionnelle, mais économiquement, un contre-tarif, ça n'a aucun sens, puis on ne gagnera pas cette escalade-là. Tu sais, je regardais plein de graphiques aujourd'hui, Richard. Le prix de l'acier a explosé aux États-Unis aujourd'hui. Le prix de plein de ils vont juste, leur business, payer plus cher pour à peu près tout. Pourquoi est-ce qu'on s'imposerait nous-mêmes cette même punition? On n'a pas à mettre à place de contre-tarif. Le Brésil, tu sais, qui est une petite économie là, proportionnelle au Canada, a fait ça. Ils ont dit, vous voulez mettre des tarifs, M. Trump? Fine, nous, on va rien faire. Tu vois, on va continuer, dans le fond, de bénéficier de prix faibles puis de stimuler notre économie avec des intrants peu chers. Le Canada va possiblement s'étouffer de lui-même en mettant des contre-tarifs. Puis comme je te dis, c'est comme jouer au poker avec un milliardaire, Richard. Je sais pas combien tu as d'argent dans ton compte de banque, mais tu comprends qu'à un moment donné, là, il va mettre une mise puis tu vas devoir mettre ta maison à garantie. Le Canada, c'est le petit joueur. On pourra pas jouer à la table de poker avec Donald Trump très longtemps avant de se faire surmiser à ce jeu-là. Donc, je propose qu'on trouve une solution alternative. Pour soutenir l'effort militaire, faudrait-il utiliser l'épargne des Français ? C'est la proposition du chef de l'État. Concrètement, l'idée serait de piocher dans les livrets des Français pour financer les dépenses militaires. Des sommes ensuite reversées aux épargnants. Pas plus de détails, mais c'est une idée déjà évoquée depuis plusieurs années et reprise aujourd'hui par des parlementaires. Je pense que ça doit être une contribution volontaire et non pas une contribution, ordonnée. Volontaire, pourquoi? Parce qu'on fait appel au sentiment patriotique des Français et que ces Français pourraient investir dans la défense avec effectivement un retour. Aujourd'hui fixé à 2,1% du PIB, le budget de la défense pourrait atteindre jusqu'à 5% selon le gouvernement. Une hausse motivée par la volonté des États-Unis d'être moins présents et des dépenses militaires coûteuses. Envoyer un soldat en opération extérieure, c'est 100 000 € par an. Fabriquer un missile de défense aérienne, c'est plus de 1,5 million d'euros l'unité. On voit bien que ces sommes sont considérables. Cette année, les dépenses militaires représentent 50 milliards d'euros, soit 3 milliards de plus qu'en 2024. Notamment fait beaucoup parler d'elle après avoir exposé tout un rayon de livres pour le Ramadan. Livres pour enfants, qu'est-ce que l'Aïd el-Fitr, découvrez la Mecque, des cahiers d'activités pour enfance pour le Ramadan, le mois béni du Ramadan. Des musulmans répondent même on a nos librairies, on n'a pas besoin de vous la FNAC. Et des clients de la FNAC réclament sans succès le rayon pour le carême.
Here is something that the political establishment and propaganda media don't want you to know. Ukraine's President Zelensky has just banned yet another political opposition party, one that questioned his legitimacy as president, and used Ukraine's Department of Justice to mandate the seizure of this party's members' assets. Now, this is just the latest of Zelensky's actions to do this sort of thing. He began banning major political opposition parties in 2022, when he also started banning TV channels that were associated with his political opponents. And he took over total control of Ukraine's largest television networks, now controlled by their government. Now, Zelensky's presidential term ended on May 20th. He canceled elections in the name of martial law, suspending Ukraine's constitution so that he could stay in power. Now, defenders of Zelensky will say, hey, Ukraine is in the middle of a war. They can't have elections. Just stop for a moment and think, if we accept that excuse or criteria for suspending the Constitution and canceling elections, then we should presume that leaders in our own country and our own establishment media will also use this same excuse and rationale when they suspend our Constitution and our elections, since we too are at war with Russia and China. If you think this sounds crazy, look at what's already going on. They've already started conditioning us to accept a dictatorship by rationalizing their own use of our Department of Justice to target President Trump and other political enemies in their efforts to stay in power. Alors, Joseph, je te pose la question à toi aussi. Je l'ai posée à certains de nos invités. Maxime Bernier qui dit de Zelensky, ce petit morveux a besoin d'une fessée. T'en penses quoi? La seule chose réjouissante dans ce déplorable commentaire est que Maxime Bernier, en termes d'appui populaire, est à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages. Il doit faire même pas 3%. C'est un parfait insignifiant. Évidemment, les tristes événements que l'on vit révèlent la vraie nature de certaines personnes. Maxime Bernier s'expose dans la twittosphère tel qu'il a toujours été, un parfait insignifiant. C'est absolument désolant. Tu sais, Richard, des gens comme toi et moi et l'industrie médiatique en général, on essaie d'être des analystes aussi sereins et cliniques que possible.